La salle d'audience débordait d'une tension particulière ce matin-là. Les bancs en bois grinçaient sous le poids des curieux. Les journalistes prenaient déjà leurs notes et l'air semblait saturé d'attentes malveillantes. Au centre de toute cette agitation, une femme à l'allure simple était assise, serrant ses mains rugueuses l'une contre l'autre. Son foulard modeste encadrait un visage fatigué, marqué par les années de travail acharné et par les épreuves que seule une mère immigrée pouvait comprendre. Elle s'appelait Rosa. Venue d'un pays lointain, elle avait quitté la misère et la violence pour offrir à sa fille un avenir meilleur. Aujourd'hui, pourtant, elle se trouvait jugée, non pas seulement par la justice, mais par les regards impitoyables d'une société qui n'avait jamais vraiment accepté sa présence. Rosa ne comprenait pas tous les mots que prononçaient les avocats et le juge, mais elle devinait leur ton, condescendant, accusateur, presque amusé. Chaque fois que son accent se glissait dans sa tentative de réponse, des rires étouffés se faisaient entendre. Certains ricanaient sans honte, d'autres échangeaient des regards complices. Pour eux, elle n'était pas une femme courageuse, mais une étrangère maladroite, une proie facile dans l'arène de la justice. Pourtant, au fond de ses yeux brillait une dignité farouche, une force silencieuse que personne ne voulait reconnaître. Le procureur, un homme grand et élégant au sourire acéré, semblait savourer chaque instant. Il posait ses questions avec une lenteur calculée, accentuant les mots pour humilier davantage Rosa. « Madame, savez-vous seulement lire correctement le français ?» lança-t-il d'un ton qui déclencha un éclat de rire général. La salle résonna comme un théâtre grotesque, où la souffrance d'une femme devenait spectacle. Rosa baissa la tête, ses joues brûlantes de honte, mais son cœur battait avec rage. Elle aurait voulu crier qu'elle avait appris à lire dans la solitude des nuits, après de longues journées de ménage, qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour offrir à sa fille un livre, un cahier, un espoir. Mais ses lèvres restèrent closes, car elle savait qu'aucune explication ne toucherait ceux qui ne voulaient pas entendre. Au premier rang, sa fille observait tout. Jeune femme de 25 ans, au regard déterminé et aux épaules droites, elle était restée discrète jusque-là, mêlée à la foule comme une simple spectatrice. Pourtant, chaque mot lancé contre sa mère frappait son cœur comme une lame. Elle avait promis, en secret, que ce jour viendrait, le jour où elle montrerait à tous que le sacrifice de sa mère n'avait pas été vain. Elle se souvenait encore des soirs passés à étudier sous la lumière tremblante d'une vieille lampe. Sa mère dormant sur une chaise à côté d'elle, incapable de garder les yeux ouverts après tant d'heures de travail. Elle se souvenait des moqueries des camarades à l'école, des portes fermées, des humiliations quotidiennes et de la voix de sa mère répétant « Ne t'arrête jamais, ma fille. La connaissance est ton bouclier, ta liberté. » La voix du juge interrompit ses pensées. L'accusée est-elle consciente de la gravité de ses actes ? Demanda-t-il d'un ton lassé, presque mécanique. Rosa leva timidement les yeux. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son ne sortit. La salle s'impatienta. Certains soupirèrent avec mépris. D'autres échangèrent des rires encore plus forts. Une main se leva soudain, ferme, assurée. La jeune femme se leva de son banc. Son pas résonna sur le sol de marbre, attirant tous les regards. Personne ne l'avait remarqué jusque-là. Mais sa présence imposa le silence comme une tempête soudaine. Elle s'arrêta à quelques mètres du juge, son visage éclairé d'une lumière intérieure. Mélange de fierté et de détermination. « Votre honneur », dit-elle d'une voix claire et assurée, « je demande la parole. » Un murmure parcourut la salle, un mélange de surprise et de curiosité. Le juge fronça les sourcils. « Ah, et vous êtes… » demanda-t-il, visiblement irrité par cette interruption. La jeune femme inspira profondément, son regard fixé droit devant elle. « Je suis son avocate. » Le silence se fit total, comme si le monde entier avait cessé de respirer pendant une seconde. Puis des exclamations, des rires nerveux, des murmures incrédules jaillirent des bancs. Le procureur écarquilla les yeux décontenancés, tandis que Rosa, abasourdie, porta une main à sa bouche. Elle n'avait jamais su que sa fille choisirait ce moment précis pour révéler la vérité. Le sacrifice de tant d'années prenait enfin tout son sens. La fierté et l'émotion montèrent dans la poitrine de Rosa, effaçant en un instant toutes les humiliations qu'elle venait d'endurer. Mais la jeune avocate ne s'arrêta pas là. D'un pas décidé, elle s'avança jusqu'à la barre et sortit de son sac une liasse de documents soigneusement préparés. Chaque feuille portait des preuves, des témoignages, des arguments irréfutables qu'elle avait rassemblés avec patience. Elle posa les dossiers devant le juge, ses mains fermes et ses yeux brillants d'une flamme indomptable. «
Ma mère n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Elle est victime d'un système qui préfère se moquer des faibles plutôt que de les défendre. Et aujourd'hui, je suis ici pour le prouver. » Le procureur tenta de reprendre contenance. « C'est ridicule !» protesta-t-il. « Cette jeune femme ne figure pas sur la liste officielle des représentants. C'est une mascarade. » Mais la fille de Rosa sortit calmement sa carte professionnelle, la tendant avec assurance. « Je suis inscrite au barreau depuis 2 ans. Je connais la loi, et vous ne m'empêcherez pas de défendre ma mère. » Ces mots claquèrent dans la salle comme un tonnerre. Le public, qui riait encore quelques minutes plus tôt, se tut, frappé par la puissance de cette révélation. Certains baissèrent les yeux, honteux d'avoir participé aux moqueries. D'autres observaient avec admiration cette jeune femme courageuse qui osait se dresser face à l'arrogance du procureur et à l'indifférence du tribunal. Rosa, quant à elle, sentit les larmes couler sur ses joues, non plus de honte mais de fierté. Pour la première fois, elle voyait sa fille non plus comme l'enfant fragile qu'elle avait protégé toute sa vie, mais comme une femme forte, prête à se battre pour elle. Le juge, intrigué malgré lui, prit les documents et commença à les feuilleter. Son visage sérieux ne laissait rien transparaître, mais le silence pesant indiquait que quelque chose venait de basculer. La fille de Rosa ne tremblait pas. Elle savait que ce moment était le fruit de toute leur lutte, de toutes leurs nuits d'insomnie, de toutes les humiliations transformées en force. Elle était prête à tout donner pour que justice soit rendue, non seulement à sa mère, mais à toutes celles et ceux que l'on avait un jour réduits au silence. Et dans ce silence solennel, chacun comprit que ce procès ne serait plus jamais le même. Le murmure dans la salle d'audience finit par se dissiper, remplacé par une attente fiévreuse. Tous les regards étaient braqués sur la jeune avocate, qui venait de dévoiler son identité avec une assurance inattendue. Rosa, toujours assise sur le banc des accusés, n'osait presque pas respirer, comme si un simple mouvement risquait de briser ce miracle qui venait d'éclore devant ses yeux. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre l'incrédulité et la fierté. Elle revoyait, comme dans un éclair, chaque instant de leur vie ensemble. Les trajets sous la pluie pour aller à l'école, les repas sautés pour payer des cahiers, les humiliations endurées en silence pour protéger l'avenir de sa fille. Et maintenant, tout cela culminait ici, dans cette salle où chacun riait d'elle quelques minutes plus tôt. La fille de Rosa se tenait droite, ses épaules tendues, mais son regard stable. Elle commença à parler, sa voix résonnante avec une clarté qui fit taire le moindre souffle. « Ma mère n'a jamais cherché à tromper qui que ce soit, » déclara-t-elle. « Elle a été exploitée, mal informée, et piégée par un système administratif complexe, où la langue elle-même devient une barrière insurmontable. » Les mots s'écoulaient avec une précision chirurgicale. Chaque phrase semblait découper le silence comme une lame, rétablissant peu à peu l'équilibre dans une salle où le déséquilibre était devenu la norme. Le procureur, visiblement irrité, tenta de l'interrompre. « Votre honneur, ceci est une perte de temps. Cette affaire est claire, et la défense improvisée de cette... » Il s'arrêta cherchant ses mots, craignant de paraître méprisant face à une audience qui commençait à se ranger du côté de la jeune femme. « Race de cette personne ne doit pas détourner la cour de l'essentiel. » Mais le juge leva la main, imposant le silence. Ses yeux restaient fixés sur les documents que la fille de Rosa avait déposés. Son visage demeurait impassible, mais il était clair qu'il avait décidé d'écouter. Et ce simple geste donna à la jeune avocate une énergie nouvelle. Elle ouvrit un dossier, montra des preuves d'emploi sous-payées, des témoignages d'anciens employeurs qui confirmaient l'honnêteté et la loyauté de sa mère. Elle décrivit les heures interminables de ménage dans des hôtels, les nuits passées à coudre pour quelques pièces, les démarches administratives ignorées par ceux qui auraient dû l'accompagner. « On se moque aujourd'hui de son accent, » dit-elle en élevant la voix. « Mais cet accent, c'est celui d'une femme qui a eu le courage de recommencer sa vie à zéro dans un pays étranger. Cet accent, c'est la marque de son combat pour nourrir sa famille, pour payer mes études, pour respecter les lois malgré la douleur. Est-ce vraiment cela qu'on veut tourner en dérision dans ce tribunal ?» Un silence pesant suivit ces paroles. Même les journalistes, jusque-là avides de notes scandaleuses, ralentirent leurs plumes, frappés par la puissance du récit. Dans le public, certains se détournèrent, honteux d'avoir ri quelques instants plus tôt. D'autres fixaient Rosa avec des yeux nouveaux, découvrant derrière ses vêtements modestes une héroïne discrète, une combattante qui n'avait jamais levé la voix, mais qui avait donné toute sa vie pour sa fille. Le procureur, cependant, ne comptait pas céder. Il frappa du poing sur la table.
Ce tribunal n'est pas un théâtre d'émotions. Les faits sont les faits. Et les faits prouvent que cette femme a commis une fraude. Mais la fille de Rosa s'avança, son visage illuminé par une conviction indestructible. « Non, monsieur, les faits prouvent que ma mère est victime d'un système qui préfère condamner que comprendre. Et moi, je suis ici pour rappeler que la justice n'est pas seulement une question de texte, mais de vérité. » Rosa, les larmes aux yeux, regardait sa fille comme on regarde une lumière après une longue nuit. Elle se souvenait encore du jour où elle avait mis de côté sa dernière pièce pour acheter à sa fille un dictionnaire d'occasion, lourd et jauni par le temps. Elle se souvenait de l'enfant qui, à force de recopier des mots, avait appris une langue qui n'était pas la sienne. Cet enfant était aujourd'hui une femme debout, prête à affronter un tribunal entier pour défendre celle qui lui avait donné tout ce qu'elle possédait. Le juge reposa ses lunettes et prit la parole. « J'ai entendu beaucoup de plaidoiries dans ma carrière, mais rarement avec autant de passion et de sincérité. » Ses yeux passèrent de la fille à la mère, puis au procureur. « Cette affaire mérite d'être examinée avec le plus grand sérieux. Je demande une suspension d'audience pour étudier ces documents. » La salle se troubla de chuchotements, chacun commentant la tournure inattendue des événements. Le procureur serra les mâchoires, furieux, tandis que Rosa, tremblante, joignait ses mains comme pour une prière silencieuse. La jeune avocate se tourna alors vers sa mère. Elle posa une main douce sur son épaule, et dans un murmure que seule Rosa put entendre, elle dit « Tout ce que tu as fait pour moi n'a pas été en vain. » Rosa ferma les yeux, laissant ses larmes couler librement. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle sentit non pas la honte, mais la dignité d'une mère qui avait tout donné et qui recevait aujourd'hui en retour la preuve vivante que son sacrifice avait porté ses fruits. Lorsque la salle se vida peu à peu pour la suspension, beaucoup jetèrent un dernier regard vers elle. Certains virent une immigrée humiliée et sa fille devenue avocate. Mais d'autres, plus attentifs, virent surtout une victoire silencieuse, celle d'un amour indestructible qui avait résisté à la pauvreté, au mépris et à la cruauté. Et dans ce regard échangé entre une mère et sa fille, il y avait déjà une victoire plus grande que n'importe quel verdict, celle de la justice du cœur. La suspension d'audience dura plus longtemps que prévu. Les couloirs du tribunal, habituellement remplis d'allées et venues pressées, vibraient cette fois d'un murmure constant. Les spectateurs commentaient la scène qu'ils venaient de vivre comme s'il s'agissait d'un moment historique. Certains disaient qu'ils n'avaient jamais vu un tel retournement. D'autres critiquaient la témérité de la jeune avocate. Mais tous, sans exception, reconnaissaient que le procès n'avait plus la même saveur. Rosa, assise sur un banc dans un coin, serrait contre elle son sac usé, comme si ce simple objet contenait tout ce qu'il lui restait de force. Sa fille se tenait à ses côtés, droite, calme, mais intérieurement bouillonnante. Elle savait que le plus dur restait à venir. Dans une petite salle attenante, le procureur marchait de long en large, furieux. Ses assistants tentaient de le calmer, mais son orgueil blessé hurlait plus fort que leur raison. Elle croit vraiment qu'avec quelques papiers et un discours théâtral, elle va inverser la balance, cracha-t-il en jetant un dossier sur la table. Ses yeux brûlaient d'une rage froide. Il n'était pas seulement contrarié par la tournure des événements, mais humilié devant tout un public qui avait vu sa certitude chanceler. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement d'un procès contre Rosa, mais d'une bataille personnelle contre cette jeune femme qui avait osé défier son autorité. Pendant ce temps, la fille de Rosa relisait mentalement ses arguments. Elle connaissait chaque point du dossier, chaque faille dans l'accusation, chaque détail que le procureur avait volontairement négligé. Mais au-delà du droit, elle savait que c'était l'histoire de sa mère qui devait résonner dans cette salle. Elle devait montrer que Rosa n'était pas une fraudeuse, mais une survivante, une femme qui avait fait face à l'injustice dès son arrivée sur ce sol étranger. Son esprit se remplit de souvenirs. Les files interminables aux bureaux administratifs, les formulaires incompréhensibles, les regards froids des employés, et sa mère, toujours là, patiente, même humiliée, pour ne jamais abandonner. Quand l'audience reprit, la salle était encore plus remplie qu'avant. La nouvelle s'était répandue dans le bâtiment. Une jeune avocate avait osé défendre sa propre mère devant un procureur réputé implacable. Les journalistes s'étaient amassés, leurs caméras braquées sur la porte de la salle. Chaque mouvement était scruté, chaque expression notée. Rosa entra timidement, ses yeux fuyant les regards, mais sa fille marchait à ses côtés, tête haute, imposant le respect par sa seule détermination. Le juge reprit sa place et fit signe que l'audience pouvait continuer. « Après examen préliminaire des documents présentés, dit-il d'une voix grave,
Il apparaît que des éléments nouveaux doivent être considérés. Un murmure parcourut la salle. Le procureur se leva aussitôt, son ton sec comme une lame. « Votre honneur, je conteste la validité de ces preuves. Nous savons tous que les témoignages peuvent être biaisés, que les documents peuvent être mal interprétés. Cette affaire n'a pas besoin de récits émotionnels, mais de faits clairs. » La fille de Rosa répondit aussitôt. « Justement, les faits sont là. Vous avez présenté une histoire tronquée en choisissant ce qui vous arrangeait pour condamner une femme qui n'a jamais eu les moyens de se défendre. » Elle s'approcha de la barre, ses yeux fixés sur le procureur. « Ma mère n'a pas eu d'avocat jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas compris les lettres qu'on lui envoyait. Elle n'a pas eu la possibilité de se justifier. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est coupable. Cela veut dire qu'elle a été abandonnée. » Rosa observait sa fille, bouleversée par la force de ses mots. Elle se rappelait de la jeune enfant fragile qu'elle avait protégée des insultes dans la cour d'école, celle qui rentrait parfois en pleurant parce qu'on se moquait de son nom ou de son accent. Et voilà que cette même enfant, devenue femme, se dressait aujourd'hui comme un bouclier devant elle. Son cœur se serra, et malgré la peur qui la tenait depuis des mois, une étincelle d'espoir naquit en elle. Le juge demanda alors à la fille de Rosa de présenter ses arguments plus en détail. Elle parla des heures de travail dissimulées que sa mère avait endurées, des contrats précaires, des démarches impossibles à accomplir sans aide. Elle évoqua les voisins qui avaient profité de son ignorance pour lui faire signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. « Ce que vous appelez fraude, dit-elle d'une voix ferme, n'est que la conséquence d'un système qui écrase les plus vulnérables et qui se décharge ensuite de toute responsabilité en les accusant. » Le procureur, piqué au vif, se leva brusquement. « Oh, vous dramatisez à l'excès. Cette femme a touché des aides auxquelles elle n'avait pas droit. Peu importe la manière, le résultat est le même. Elle a triché. » Ces mots résonnèrent avec violence, mais cette fois, la salle ne réagit pas par des rires. Au contraire, un malaise traversa l'assemblée. Beaucoup commençaient à percevoir l'acharnement dans son ton, comme si sa volonté de gagner dépassait son désir de justice. La fille de Rosa ne se laissa pas déstabiliser. Elle sortit une lettre, jaunie par le temps, signée par une assistante sociale qui confirmait que Rosa avait demandé de l'aide pour comprendre les formulaires, mais n'avait jamais reçu de réponse. Elle montra aussi des relevés bancaires, prouvant que l'argent reçu avait été utilisé uniquement pour payer le loyer et acheter de la nourriture. Pas de luxe, pas d'abus, juste la survie. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait stable, comme portée par une conviction plus forte que la peur. À mesure qu'elle avançait, Rosa sentit son propre corps se redresser. Elle releva la tête, osant enfin regarder autour d'elle. Les regards qui la jugeaient autrefois avec mépris semblaient changer. Certains la voyaient comme une criminelle, mais d'autres commençaient à la percevoir comme une victime d'un engrenage impitoyable. Et pour la première fois, Rosa osa croire qu'elle n'était pas seule. Lorsque la fille conclut sa plaidoirie partielle, un silence impressionnant s'installa. Même le juge demeura pensif, les doigts entrecroisés sous son menton. « Cette affaire n'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire, » finit-il par dire. « Nous allons poursuivre l'examen, mais je tiens à rappeler que la justice ne peut ignorer la voix de ceux qui souffrent en silence. » Ces paroles, rares mais lourdes, tombèrent dans la salle comme des pierres précieuses. Et alors que l'audience se poursuivait, Rosa comprit que ce procès ne concernait plus seulement son sort, mais devenait le symbole d'un combat bien plus grand. Celui de toutes les voix réduites au silence. Celui de toutes les mères immigrées qui portèrent le monde sur leurs épaules sans jamais être reconnues. La salle d'audience vibrait encore des paroles prononcées par la jeune avocate. Le juge venait d'accorder plus de temps pour l'examen des preuves, et chacun savait que ce procès avait franchi un seuil irréversible. Pourtant, loin de se résigner, le procureur préparait son contre-attaque. Ses yeux froids se fixaient sur la fille de Rosa comme un prédateur sur sa proie. Il était décidé à la faire trébucher, à la ridiculiser, à démontrer que sa jeunesse et son audace n'étaient que de l'arrogance. « Mademoiselle, » dit-il en se levant avec lenteur, « puisque vous prétendez être l'avocate de cette femme, permettez-moi de vous poser quelques questions. » Son ton dégoulinait d'ironie. La jeune femme hocha la tête, prête à faire face. « Très bien, » poursuivit-il. « Expliquez donc à la cour pourquoi votre mère a signé des documents qu'elle ne comprenait pas. Est-ce la preuve de son ignorance ou de sa volonté de profiter du système ?» Un murmure parcourut la salle. La question était perfide et beaucoup se demandèrent comment la jeune avocate allait y répondre. Elle inspira profondément, son regard fixé droit sur le procureur.
Ma mère a signé ces papiers parce qu'elle faisait confiance. Confiance aux institutions, confiance aux gens qui se présentaient comme des conseillers. Mais cette confiance a été trahie. La véritable question n'est pas pourquoi elle a signé, mais pourquoi personne ne l'a aidée à comprendre. Sa voix monta d'un ton. Dans un pays qui se prétend juste, peut-on vraiment condamner une femme pour avoir cru qu'elle serait protégée? La salle réagit, certains hochant la tête avec approbation. Le procureur serra les dents, mais poursuivit. Soit. Mais si elle ne comprenait rien, pourquoi n'a-t-elle pas demandé l'aide de sa fille? Vous étiez déjà adulte, n'est-ce pas? Cette fois, l'attaque était personnelle et le silence fut immédiat. La jeune femme sentit une douleur traverser son cœur. Elle se souvenait de ces années, où elle avait jonglé entre plusieurs emplois pour payer ses études, où elle rentrait si tard que sa mère dormait déjà. Elle se souvenait de ses propres sacrifices, de la distance involontaire que la vie leur avait imposée. Elle ne baissa pourtant pas les yeux, parce que ma mère ne voulait pas m'inquiéter. Elle portait tout sur ses épaules, seule pour que je puisse me consacrer à mes études. Elle ne voulait pas que je perde une seconde de ma chance de réussir. Voilà pourquoi elle s'est tue. Ces mots résonnèrent comme une gifle, et même ceux qui doutaient commencèrent à percevoir la profondeur de ce lien entre elles. Rosa, assise derrière la barre, sentit ses larmes couler. Elle n'avait jamais avoué à sa fille combien elle avait souffert en silence. Elle l'avait protégée, encore et toujours, croyant que son fardeau devait rester le sien. Et entendre sa fille révéler cette vérité devant toute une salle fut comme un couteau et une caresse à la fois. Le procureur, pris de court, tenta de reprendre le contrôle. Tout cela est très émouvant, mais les émotions n'effacent pas les faits. Il tapa du doigt sur son dossier. Les faits démontrent que votre mère a bénéficié d'aides indues. Les faits prouvent qu'elle a perçu plus qu'elle ne devait. Peu importe l'histoire, peu importe vos larmes, la fraude reste la fraude. Un froid parcourut la salle, mais la fille de Rosa, loin de reculer, s'avança encore. Non, monsieur. Les faits prouvent que ma mère a survécu. Les faits prouvent qu'elle a travaillé jour et nuit pour me donner la vie que vous prenez pour acquise. Les faits prouvent qu'elle n'a jamais eu de vacances, jamais eu de repos, jamais eu de répit. Alors si vous appelez cela une fraude, je vous demande, où est la fraude dans le sacrifice? Où est la fraude dans l'amour? Un silence impressionnant s'abattit sur la salle. Même le juge demeura immobile, observant cette jeune femme qui transformait peu à peu le procès en un plaidoyer universel. Les journalistes, fascinés, écrivaient frénétiquement, conscients qu'ils assistaient à un moment qui dépasserait les murs de ce tribunal. Rosa leva timidement les yeux vers sa fille. Elle la vit, debout, solide, et comprit qu'elle n'était plus seule. Pendant des années, elle avait eu peur de disparaître dans l'anonymat, écrasée par l'indifférence. Mais aujourd'hui, sa fille la rendait visible, visible aux yeux de tous, visible dans sa dignité. Le juge, après un long silence, déclara « Nous poursuivrons demain avec les témoins que la défense souhaite présenter. » Sa voix ne trahissait pas son opinion, mais chacun sentit que quelque chose avait changé. La vérité de Rosa avait enfin une chance d'être entendue. Lorsque l'audience fut levée, Rosa et sa fille quittèrent la salle ensemble. Les caméras les poursuivaient, les micros se tendaient, mais elles avançaient sans un mot. Dans le silence de ce couloir étroit, leurs mains se cherchèrent et se trouvèrent. Rosa serra la main de sa fille avec une force qu'elle ne soupçonnait plus avoir. Sa fille lui rendit cette étreinte, et dans ce geste simple se trouvait toute la promesse d'un combat qui ne faisait que commencer. La nuit qui suivit fut lourde et pleine d'angoisse. Rosa et sa fille s'étaient réfugiées dans leur petit appartement exigu, au dernier étage d'un immeuble décrépit. Les murs minces laissaient passer le bruit de la rue, mais à l'intérieur tout était silence. Rosa n'arrivait pas à dormir. Elle s'asseyait sur son lit, fixant la fenêtre où la lune projetait une lumière pâle, et songeait à la journée qu'elle venait de vivre. Jamais elle n'aurait imaginé que sa propre fille se lèverait devant tout un tribunal pour la défendre. Elle sentait encore la chaleur de sa main, le poids rassurant de cette étreinte partagée dans le couloir. Pourtant, au fond d'elle, la peur persistait. Et si, malgré tout, la justice décidait de la condamner? Sa fille, elle, travaillait encore. Assise à la table branlante de la cuisine, entourée de piles de dossiers, elle lisait et relisait chaque page, soulignant, annotant, classant. Ses yeux rougis par la fatigue brûlaient, mais son esprit restait vif. Elle savait que le lendemain, le procureur viendrait armé de toute sa rhétorique et qu'il chercherait à écraser leur fragile victoire. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Plus elle avançait, plus elle comprenait que ce procès n'était pas seulement celui de sa mère.
C'était celui de toutes les femmes comme elle, invisibles, exploitées, humiliées. Son cœur battait au rythme de cette mission plus grande qu'elle. Au petit matin, Rosa s'approcha de sa fille. Elle la trouva endormie sur ses papiers, la tête posée sur un dossier ouvert. Elle lui caressa doucement les cheveux, un geste maternel qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle se rappela des nuits où, enfant, sa fille s'endormait sur ses cahiers d'école, et où elle-même la couvrait d'une couverture usée pour la protéger du froid. Les rôles semblaient inversés. Désormais, c'était la fille qui veillait sur la mère. Rosa eut un sourire triste et fier à la fois. Elle se dit que, quelle que soit l'issue, elle avait déjà gagné quelque chose d'inestimable, l'amour indestructible de sa fille. Lorsque l'audience reprit, la salle était encore plus bondée que les jours précédents. La rumeur s'était répandue dans toute la ville. Des curieux, des militants associatifs, même des étudiants en droit, étaient venus assister à ce procès qui prenait des allures de symbole. Les bancs débordaient, les caméras s'alignaient et l'air était saturé d'attente. Rosa avançait timidement, la tête baissée, mais sa fille marchait à ses côtés, droite et confiante. Son pas résonnait sur le sol comme une déclaration silencieuse. Elle n'avait pas peur. Le procureur ouvrit les hostilités. « Votre honneur », dit-il en se levant d'un ton tranchant, « je demande à ce que l'on mette fin à cette mascarade. La présence de cette avocate est un coup de théâtre, mais elle ne doit pas détourner la cour de la vérité. » Ses yeux lançaient des éclairs en direction de la jeune femme. « Nous avons affaire à une fraude claire et documentée. Rien, absolument rien, ne peut effacer ce fait. » Mais la fille de Rosa se leva à son tour. Sa voix résonna avec calme et fermeté. « La vérité, monsieur, n'est pas ce que vous décrétez. La vérité se prouve, elle se démontre, et c'est exactement ce que nous allons faire. » Elle fit signe à une femme assise dans le public. Celle-ci s'avança hésitante et prêta serment. C'était une ancienne collègue de Rosa, une femme qui avait travaillé à ses côtés pendant des années dans un hôtel. Son témoignage fut simple mais puissant. Elle décrivit les longues heures de travail, la rigueur et l'honnêteté de Rosa, son refus catégorique de prendre quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas. « Elle ne méritait pas ce qui lui arrive, » conclut-elle d'une voix tremblante. « Si elle est ici aujourd'hui, c'est parce que personne ne l'a jamais aidée à comprendre ses droits. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le procureur tenta de minimiser ce témoignage, mais la fille de Rosa enchaîna avec un autre témoin, un voisin qui confirma qu'il avait souvent aidé Rosa à remplir des papiers, sans jamais comprendre lui-même toute la complexité des formulaires. Peu à peu, la défense dressait le portrait d'une femme honnête, victime d'un labyrinthe administratif conçu pour perdre les plus fragiles. Rosa, assise sur le banc des accusés, écoutait chaque mot comme une caresse. Elle n'avait jamais osé rêver que quelqu'un parlerait ainsi d'elle devant la justice. Elle sentait son cœur se gonfler d'une fierté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pourtant, la peur restait là, tapie dans l'ombre. Elle savait que le procureur ne reculerait devant rien pour les abattre. Et en effet, il frappa fort. Lorsque vint son tour de contre-interroger les témoins, il usa de son art de la manipulation. Il posa des questions pièges, fit naître le doute, insinua que les souvenirs étaient flous, que les témoignages étaient biaisés par l'affection. Sa voix roulait comme un orage, et à plusieurs reprises, les témoins tremblèrent. Mais la fille de Rosa veillait. Chaque fois, elle intervenait, précise, implacable, protégeant ses témoins comme on protège des enfants. Elle ne laissa aucune faille béante, aucune accusation sans réponse. Le juge observait en silence ce duel de plus en plus tendu. Il voyait d'un côté un procureur arrogant, sûr de sa supériorité, et de l'autre une jeune femme passionnée, nourrie par l'amour filial et la soif de justice. La salle, elle, avait déjà choisi son camp. Les regards se tournaient vers la fille de Rosa avec admiration, et vers le procureur avec une hostilité croissante. À la fin de la journée, quand le juge annonça une nouvelle suspension, Rosa et sa fille quittèrent la salle sous une pluie de regards. Certains vinrent leur serrer la main, leur offrir des mots d'encouragement. Rosa, bouleversée, ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait. Mais elle sentait la chaleur dans chaque geste, dans chaque sourire. Sa fille lui traduisait parfois quelques mots, mais ce n'était pas nécessaire. Elle comprenait déjà, dans son cœur, que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Rosa osa dire ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. « Je suis fière de toi, ma fille. Peu importe ce qui arrivera, tu as déjà gagné. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. La jeune avocate serra sa main et répondit simplement « Non, maman, nous allons gagner ensemble. »
Le lendemain matin, la tension était palpable dès les premiers instants. Le bâtiment du tribunal semblait avoir pris une dimension nouvelle. Les marches étaient assiégées par des journalistes, des caméras, des micros tendus dans toutes les directions. Des curieux s'étaient massés devant les portes, espérant apercevoir la mère et sa fille, qui, malgré elle, étaient devenues le symbole d'une lutte plus vaste. Rosa marchait à pas lents, le cœur battant, tandis que sa fille l'accompagnait, tête haute, indifférente aux flashs qui crépitaient autour d'elle. Lorsqu'elles pénétrèrent dans la salle d'audience, un silence respectueux s'installa. Tous attendaient le nouvel affrontement. Le juge prit place, son visage grave, et le procureur ne tarda pas à se lever. Son regard était acéré, ses gestes calculés. On sentait qu'il avait préparé sa riposte avec soin. « Votre honneur », commença-t-il. « La défense a voulu transformer ce procès en un drame humain, mais nous devons revenir à la réalité. La réalité, ce sont des chiffres, des documents, des versements indus. Peu importe les larmes et les belles paroles, les faits sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. » Il présenta alors un dossier épais, rempli de relevés, de tableaux, de signatures. Sa voix se fit tranchante. Pendant 3 ans, Madame Rosa a perçu des aides auxquelles elle n'avait pas droit. 3 ans. Peut-on encore parler d'erreur? Peut-on encore parler de victime? Sa démonstration était implacable en apparence, et certains dans la salle froncèrent les sourcils, troublés. Mais la fille de Rosa ne se laissa pas intimider. Elle se leva, ses pas fermes, son regard brûlant. « 3 ans, oui, dit-elle. 3 ans pendant lesquels ma mère a demandé de l'aide pour comprendre. 3 ans pendant lesquels ces démarches sont restées sans réponse. 3 ans pendant lesquels les institutions ont préféré l'ignorer plutôt que de l'accompagner. Ce n'est pas une fraude, c'est un abandon. » Elle prit une feuille parmi les preuves du procureur. « Regardez bien ce document. » Lança-t-elle en la montrant au juge. « Vous voyez une signature? Mais cette signature a été apposée par ma mère, après qu'on lui a assuré verbalement qu'il s'agissait d'une simple confirmation administrative. Comment peut-on parler de fraude lorsqu'on manipule la confiance d'une femme qui ne comprend pas la langue? » Un murmure parcourut la salle. Le juge examina le document, fronça légèrement les sourcils. Le procureur voulut reprendre, mais la jeune avocate enchaîna. Elle sortit un autre dossier, cette fois préparé par elle-même. « Voici des copies de lettres envoyées par ma mère aux services sociaux. Des lettres restées sans réponse. Preuve qu'elle a cherché à régulariser sa situation. Preuve qu'elle n'a jamais voulu tromper qui que ce soit. » Rosa, assise derrière la barre, regardait sa fille avec des yeux humides. Elle ne comprenait pas toujours tous les termes juridiques, mais elle comprenait l'essentiel. Sa fille se battait pour elle, avec une force qui dépassait l'imaginable. Chaque mot résonnait comme un bouclier, chaque geste comme une promesse. Le procureur, sentant son terrain se dérober, tenta une attaque plus personnelle. « Vous parlez d'amour, de sacrifice, mais l'amour ne justifie pas la loi. » Sa voix claqua dans la salle. « Si nous commençons à excuser chaque fraude au nom des émotions, alors c'est la fin de la justice. » La fille de Rosa le fixa droit dans les yeux. « Non, monsieur. La fin de la justice, c'est quand elle cesse de voir les êtres humains derrière les dossiers. La loi n'est pas une arme pour écraser les faibles, c'est un outil pour protéger tous les citoyens, y compris les plus vulnérables. » Sa voix se brisa légèrement, mais loin de la rendre fragile, cette faille la rendit encore plus touchante. Le juge tapa de son marteau pour rétablir le silence. Ses yeux passaient de l'accusation à la défense, de la mère à la fille. On voyait qu'il mesurait la gravité de ce procès, non seulement pour le cas présent, mais pour le symbole qu'il devenait. Puis, contre toute attente, le juge appela Rosa à la barre. La salle retint son souffle. Rosa se leva hésitante, ses jambes tremblantes. Elle marcha lentement, chaque pas résonnant comme un écho dans le silence absolu. Arrivée devant le micro, elle baissa d'abord les yeux puis les releva. Son regard croisa celui de sa fille, et ce simple échange lui donna le courage nécessaire. Sa voix était faible au début, brisée par l'accent et l'émotion. « Je n'ai jamais voulu mal faire. Je suis venu ici pour donner à ma fille une vie meilleure. J'ai travaillé. Toujours travaillé. Et si j'ai signé des papiers, c'était parce que je croyais qu'on me disait la vérité. » Un sanglot lui échappa, mais elle continua. « Je suis peut-être ignorante de vos lois, mais je ne suis pas une voleuse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma fille. » Sa main tremblante se posa sur sa poitrine. « Je ne demande pas la pitié. Je demande seulement qu'on voie qui je suis vraiment. Une mère, rien de plus. » Le silence qui suivit fut bouleversant. Même le procureur détourna un instant le regard mal à l'aise. Dans la salle,
Des gens essuyèrent leurs larmes discrètement. Le juge resta figé, son expression indéchiffrable. La fille de Rosa, émue aux larmes, se leva et s'approcha de sa mère. Elle posa doucement une main sur son épaule, un geste silencieux mais d'une force infinie. Dans ce simple contact, toute leur histoire se condensait. La douleur, les sacrifices, la lutte, mais aussi la dignité et l'amour. Lorsque Rosa regagna sa place, la salle entière semblait changer. Ce n'était plus seulement un procès, mais un miroir tendu à chacun, et tous savaient que le verdict, quel qu'il soit, dépasserait de loin le destin d'une seule femme. Le 4e jour du procès commença sous un ciel gris et menaçant. La pluie fine s'abattait sur les pavés devant le tribunal, mais cela n'empêcha pas la foule de se rassembler. De plus en plus de visages se pressaient chaque matin, comme si l'histoire de Rosa et de sa fille attirait une lumière nouvelle sur des injustices longtemps ignorées. Des associations d'aide aux migrants avaient même déployé des banderoles discrètes. Justice pour les oubliés. À l'intérieur, la salle d'audience semblait vibrer d'une tension électrique. Les journalistes occupaient chaque centimètre disponible, leurs stylos prêts à capturer chaque mot, chaque geste. Rosa, vêtue du même foulard usé, entra lentement, les yeux baissés. Mais cette fois, elle n'avait pas l'air d'une accusée. Elle ressemblait à une femme qui, malgré sa peur, avait retrouvé un souffle de dignité. Sa fille marchait à ses côtés, un dossier serré contre sa poitrine, le regard ferme, consciente que ce jour pourrait être décisif. Le juge ouvrit la séance d'une voix grave. « Aujourd'hui, nous entendrons de nouveaux témoins et examinerons les éléments complémentaires. J'attends de chacun qu'il fasse preuve de respect. » Son regard se posa un instant sur le procureur, comme pour lui rappeler que son agressivité croissante ne servait pas la justice. Celui-ci répondit par un sourire froid, déjà prêt à frapper fort. Le premier témoin appelé fut un ancien employeur de Rosa, le directeur d'un grand hôtel où elle avait travaillé des années durant. Son costume impeccable contrastait avec son ton glacial. « Madame Rosa était ponctuelle, oui, admit-il, mais elle n'a jamais fait preuve d'initiative. Elle se contentait d'obéir, sans poser de questions. » Le procureur saisit l'occasion. « Ne trouvez-vous pas étrange, monsieur, qu'une femme capable de travailler autant d'heures ne soit pas capable de comprendre des formulaires simples ?» Un rire nerveux parcourut la salle. Rosa se crispa honteuse, mais sa fille se leva aussitôt. « Ce n'est pas étrange, » rétorqua-t-elle. « C'est le reflet d'une société où on attend des immigrés qu'ils obéissent, pas qu'ils comprennent. Où on les réduit au silence, où on les exploite sans jamais leur tendre la main. Si ma mère n'a pas posé de questions, ce n'est pas par paresse ou par malice, mais parce qu'elle savait qu'on ne lui répondrait pas. » Ces mots frappèrent comme des éclairs. Le directeur baissa les yeux mal à l'aise et le juge nota quelques lignes sur son dossier. La fille de Rosa venait une fois encore de retourner l'accusation contre ceux qui se prétendaient irréprochables. Mais le procureur ne lâcha pas prise. Il appela un second témoin, un fonctionnaire des services sociaux. Celui-ci affirma que Rosa avait reçu plusieurs convocations qu'elle n'avait pas honorées. La salle sembla vaciller. Voilà enfin une preuve concrète. Le procureur, satisfait, insista. « N'est-ce pas la preuve qu'elle a volontairement ignoré la loi ?» La fille de Rosa s'avança calmement. « Permettez-moi de poser une question, » dit-elle. « Ces convocations, dans quelle langue étaient-elles rédigées ?» Le fonctionnaire hésita. En français, naturellement. Elle hocha la tête. « Et saviez-vous que ma mère ne maîtrisait pas cette langue ?» Silence. « Saviez-vous qu'elle avait demandé de l'aide à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de traducteur ?» Le fonctionnaire rougit légèrement, incapable de répondre. « Alors, continua-t-elle d'une voix ferme, comment peut-on reprocher à une femme de ne pas se présenter à des convocations qu'elle ne pouvait pas comprendre? La véritable question n'est pas pourquoi elle n'est pas venue, mais pourquoi vous ne l'avez pas accompagnée. » Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle. Rosa sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Chaque mot de sa fille la lavait un peu plus de la honte accumulée au fil des années. Elle n'était plus la femme ridiculisée du premier jour. Elle devenait, à travers la voix de sa fille, un symbole de dignité bafouée. Le procureur, voyant l'assemblée se tourner contre lui, décida de frapper là où ça faisait mal. « Madame Rosa, » dit-il en se levant brusquement, « vous affirmez avoir tout fait pour votre fille. Mais n'est-il pas vrai que, pendant ces années, vous l'avez laissée grandir dans la pauvreté, sans confort, sans stabilité? Est-ce cela, être une bonne mère ?» Un silence choqué parcourut la salle. Rosa sentit son cœur se briser. Elle baissa la tête, honteuse, les larmes aux yeux.
Mais sa fille bondit de sa chaise. Sa voix tremblait de colère. « Oh, comment osez-vous » s'écria-t-elle. « Oui, nous avons connu la pauvreté. Oui, nous avons souffert. Mais ce que vous appelez misère, moi je l'appelle sacrifice. Ma mère s'est privée de tout pour me donner le peu qu'elle pouvait. Elle m'a offert l'essentiel, la force de me battre, le courage de continuer. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui, debout devant vous. Alors ne parlez pas de ce que vous ne comprenez pas. » La salle éclata en applaudissements, malgré les rappels à l'ordre du juge. Rosa leva enfin les yeux, ses larmes coulant librement, mais cette fois ce n'étaient plus des larmes de honte, c'étaient des larmes de fierté. Sa fille venait de laver en un instant toutes les humiliations. Lorsque l'audience fut levée, la foule se pressa autour d'elle dans le couloir. Certains leur tendirent la main, d'autres offrirent des mots de soutien. Rosa se sentait encore fragile, mais portée par une énergie nouvelle. Elle comprenait que ce procès n'était plus seulement le sien. Il appartenait désormais à tous ceux qui voyaient en elle leur propre histoire. Et dans le regard de sa fille, elle lut une promesse silencieuse. « Nous irons jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. » La pluie battait toujours contre les vitres du tribunal lorsque l'audience reprit l'après-midi. Le ciel gris semblait refléter la gravité de ce qui se jouait entre ces murs. Rosa se tenait droite, ses mains serrées sur son foulard, tandis que sa fille préparait de nouveaux documents. Le procureur, lui, affichait un sourire froid, persuadé que sa stratégie finirait par déstabiliser la défense. Le juge ouvrit la séance en rappelant le silence et le respect. Puis il donna la parole au procureur. Celui-ci se leva lentement, ajusta sa cravate et s'approcha de la barre avec une assurance presque théâtrale. « Votre honneur, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour juger une affaire de fraude, pas pour écouter un roman sentimental. La défense voudrait faire de cette salle un théâtre des émotions, mais les faits sont têtus, et les faits démontrent que Madame Rosa a perçu de l'argent qui ne lui revenait pas. » Il sortit un dossier volumineux et commença à aligner des chiffres. « Voici les montants exacts des aides versées. Voici les dates. Voici les preuves bancaires. Comment peut-on encore nier l'évidence ?» Son ton était tranchant, presque méprisant. Quelques personnes dans le public hochèrent la tête, impressionnées par l'épaisseur des documents. Rosa baissa les yeux, accablée, mais sa fille se leva à son tour. Son regard flamboyait. « Les faits, dites-vous ? Très bien. Parlons des faits. » Elle prit le dossier des mains du greffier et le feuilleta. « Oui, ces sommes ont été versées. Oui, elles sont allées sur le compte de ma mère. Mais regardez comment elles ont été utilisées. Loyer, factures d'électricité, nourriture. Pas un seul centime pour du luxe, pas une dépense suspecte. Ma mère a survécu, monsieur. Voilà la vérité. » Elle brandit un relevé devant la cour. « Et voici un détail que vous avez oublié de mentionner. Ces aides ont été calculées sur la base d'informations fournies par l'administration elle-même. Ce n'est pas ma mère qui a triché. C'est le système qui s'est trompé et qui cherche aujourd'hui un bouc émissaire. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur, piqué au vif, répliqua avec agressivité. « Vous osez accuser nos institutions? Vous insinuez que la faute revient à l'État. » La jeune avocate ne s'y a pas. « Je n'insinue rien. Je démontre. » Sa voix claqua, ferme. « Ma mère a écrit des lettres pour signaler les erreurs. Elle n'a jamais reçu de réponse. Elle a demandé de l'aide, et personne n'est venu. Aujourd'hui, vous la pointez du doigt alors que vous auriez dû tendre la main. » Le juge leva légèrement un sourcil intrigué. Le public, lui, commençait à se ranger de plus en plus du côté de Rosa. Même les journalistes semblaient changer de ton dans leurs notes, passant d'un récit de scandale à l'histoire d'une femme piégée par un système froid et impersonnel. Le procureur, voyant son image s'effriter, décida de jouer sa dernière carte. « Très bien, dit-il, si votre mère est si innocente, qu'elle nous explique elle-même pourquoi elle n'a jamais cherché à apprendre notre langue correctement. Peut-être qu'elle n'a pas voulu s'intégrer. Peut-être qu'elle a préféré rester ignorante pour profiter de la situation. » Cette phrase fut accueillie par un murmure indigné. Rosa sentit ses joues brûler de honte et de colère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa fille s'avança d'un pas rapide. « Assez !» lança-t-elle, la voix tremblante mais puissante. « Vous parlez d'intégration? Vous parlez d'effort? Ma mère s'est levée à l'aube chaque jour pendant 20 ans pour nettoyer vos bureaux, vos hôtels, vos maisons. Elle a appris quelques mots chaque soir, seule, épuisée en répétant les phrases d'un dictionnaire usé. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle avait. Et vous osez dire qu'elle n'a pas fait d'effort ?» La salle éclata en applaudissements, malgré les rappels à l'ordre du juge. Rosa, bouleversée, leva les yeux vers sa fille. Elle voyait en elle non seulement son enfant,
mais une voix pour toutes celles qui n'en avaient pas. Le juge tapa de son marteau. « Silence !» ordonna-t-il. Mais même lui semblait ébranlé par la force des paroles de la jeune femme. Il nota longuement sur son carnet, ses lèvres pincées. Puis il déclara « Nous allons suspendre l'audience pour aujourd'hui. Mais je tiens à préciser que cette affaire soulève des questions qui dépassent largement ce tribunal. » Lorsque la salle se vida, Rosa et sa fille marchèrent côte à côte dans le couloir. Des inconnus leur serrèrent la main. Certains les embrassèrent même sur la joue. Rosa tremblait encore, mais cette fois ce n'était pas de peur, c'était d'émotion. Elle comprenait que même si le verdict restait incertain, quelque chose avait déjà changé. Leur voix, jusque-là étouffée, résonnait désormais au-delà des murs. Ce soir-là, de retour dans leur petit appartement, elles restèrent longtemps silencieuses. Enfin, Rosa murmura « Je croyais que j'étais seule, mais je vois maintenant que je ne l'ai jamais été. » Sa fille prit sa main, et dans ses yeux brillait une promesse inébranlable. Le combat continue. Et nous irons jusqu'au bout. Le 5e jour du procès s'annonçait comme le plus crucial. Dès l'aube, une foule s'était rassemblée devant le tribunal, brandissant des pancartes de soutien. Certains arborèrent des messages simples « Justice pour Rosa, dignité pour les mères ». D'autres portaient des slogans plus politiques, dénonçant les injustices administratives et la discrimination systémique. Jamais Rosa n'aurait cru voir son nom ainsi affiché. Jamais elle n'aurait pensé que son histoire personnelle deviendrait une bannière pour d'autres. Elle marchait pourtant toujours la tête baissée, presque incapable de supporter le poids de tant de regards. À ses côtés, sa fille marchait droite comme un rempart, le visage déterminé. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. La presse avait pris place en masse, les caméras fixées sur la barre des témoins. Le procureur, plus raide que jamais, avait préparé une montagne de documents et convoqué de nouveaux témoins. Son objectif était clair, renverser la sympathie grandissante qui entourait Rosa. Il voulait prouver que, malgré l'émotion et les discours passionnés, la loi restait implacable. Le juge, visiblement conscient de la tension, rappela à tous l'importance du calme. « Nous allons entendre de nouveaux éléments, » déclara-t-il. « Que chacun se souvienne que nous sommes ici pour rechercher la vérité, non pour céder à la clameur. » Son regard appuyé fit taire le brouhaha dans la salle. Le procureur appela un inspecteur des finances publiques. Celui-ci témoigna d'une voix monocorde, détaillant les chiffres, les versements, les anomalies. Chaque mot tombait comme une pierre. Rosa se recroquevilla sur son siège, son foulard entre les mains. Elle comprenait peu, mais la froideur de ce discours lui glaçait le sang. Le procureur conclut. « Voyez, votre honneur, il ne s'agit pas d'une erreur ponctuelle, mais d'un schéma récurrent. 3 années d'irrégularité, 3 années de fraude. » Un silence pesant suivit, puis la fille de Rosa se leva, posant ses mains sur la table avec une détermination farouche. « Votre honneur, » dit-elle, « je souhaite rappeler que derrière ces chiffres, il y a une personne, une mère. On parle ici de survie, pas de profit. Les soi-disant irrégularités ne sont rien d'autre que le résultat d'un système défaillant. » Elle brandit un document. « Voici des lettres que ma mère a envoyées aux administrations concernées. Restées sans réponse. Voici des demandes de rendez-vous, ignorées. Elle n'a jamais voulu tricher. Elle a cherché à comprendre, à régulariser, mais personne n'a pris le temps de l'écouter. Alors aujourd'hui, je demande que la justice fasse ce que les institutions n'ont pas su faire, entendre sa voix. » Un murmure parcourut la salle. Rosa leva les yeux, bouleversée. Elle revoyait toutes ces soirées passées à attendre une réponse, ces papiers qu'elle avait rédigés avec peine, aidée par des voisins ou par sa fille, lorsqu'elle avait quelques instants libres. Elle n'avait jamais imaginé que ces lettres, oubliées dans un tiroir administratif, seraient un jour brandies comme des preuves de sa sincérité. Le procureur, sentant l'opinion basculer, choisit une nouvelle attaque. « Très bien, » lança-t-il. « Parlons de responsabilité. Cette femme est adulte. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle n'a pas d'excuse. L'ignorance de la loi n'est jamais une justification. » Ces mots claquèrent dans l'air. La fille de Rosa ne se démonta pas. « L'ignorance de la loi n'est pas une excuse, dites-vous. Alors permettez-moi de poser une question. Que vaut une loi qui reste inaccessible à ceux qui ne peuvent pas la lire? Que vaut une justice qui refuse de se traduire pour être comprise? Si la loi devient un mur infranchissable pour les plus vulnérables, alors ce n'est plus de la justice. C'est une condamnation automatique. » Ces mots frappèrent la salle de plein fouet. Certains journalistes baissèrent leurs stylos, pensifs. Le juge, lui, demeura immobile, mais son regard s'assombrit.
On devinait qu'il mesurait l'ampleur de cette vérité. Rosa, émue aux larmes, fixait sa fille. Elle voyait dans ses yeux le reflet de toutes ces années de lutte, de sacrifice, de silence. Elle se dit que, quoi qu'il arrive désormais, son histoire avait trouvé une voix forte, claire, impossible à réduire au silence. Lorsque la séance fut suspendue pour la pause, la foule éclata en acclamations dans le couloir. Des inconnus vinrent serrer les mains de Rosa. Certains pleuraient, même en lui parlant. Elle ne comprenait pas toujours leurs mots, mais elle en ressentait la chaleur. Elle se surprit à sourire, timidement, comme si un poids immense se détachait de ses épaules. Sa fille, en revanche, restait concentrée. Elle savait que le combat était loin d'être gagné. Le procureur préparait encore ses armes, et chaque journée apportait son lot d'épreuves. Mais elle sentait aussi que la vérité gagnait du terrain. Elle le voyait dans les regards du public, dans l'hésitation du juge, dans la fébrilité croissante de l'accusation. Et cela suffisait à nourrir sa détermination. Ce soir-là, de retour chez elle, Rosa s'assit près de la fenêtre, observant la pluie qui tombait encore. Elle murmura à sa fille, « Peut-être que je ne serai jamais acquittée. Peut-être que je porterai toujours cette étiquette de coupable. Mais ce que tu fais pour moi, personne ne pourra jamais l'effacer. » Sa fille s'approcha, posa une main sur son épaule et répondit doucement, « Maman, tu ne seras jamais coupable. Pas tant que je serai là pour rappeler qui tu es vraiment. » Dans ce silence partagé au cœur de la nuit, une certitude naquit. Quoi qu'il advienne, elles avaient déjà gagné quelque chose d'inestimable. Leur histoire avait cessé d'être un secret honteux. Elle était devenue un cri, une lumière, un témoignage, et cette lumière ne s'éteindrait plus. Lorsque l'audience reprit l'après-midi, la salle était encore plus remplie qu'auparavant. On sentait que quelque chose d'important était en train de se jouer, comme si ce procès dépassait déjà le destin d'une seule femme. Des associations avaient envoyé des observateurs, des étudiants en droit prenaient place dans les allées, et même quelques élus locaux s'étaient glissés discrètement parmi la foule. Rosa, tremblante, pénétra dans la pièce en serrant son foulard entre ses doigts. Sa fille, toujours droite, avançait à ses côtés, portant non seulement le poids du dossier, mais celui de toutes les espérances tournées vers elle. Le procureur attaqua d'emblée. « Votre honneur », dit-il d'un ton sec. La défense cherche à émouvoir, mais elle ne peut masquer l'évidence. Madame Rosa a profité d'un système qui ne lui était pas destiné. Ce n'est pas une victime, c'est une fraudeuse. Il posa ses mains sur la table, s'adressant directement au juge. Si nous fermons les yeux aujourd'hui, demain des milliers d'autres se sentiront autorisés à tricher. Ces paroles étaient tranchantes, mais la salle réagit par un murmure désapprobateur. On percevait de plus en plus le fossé entre son discours implacable et la réalité humaine que chacun avait sous les yeux. Rosa baissa la tête, blessée par ces mots, mais sa fille se leva aussitôt, prête à répondre. « Monsieur le procureur, » commença-t-elle d'une voix claire, « vous parlez de profiter. Mais pouvez-vous montrer une seule preuve que ma mère ait vécu dans l'abondance? A-t-elle acheté une voiture de luxe? A-t-elle voyagé? A-t-elle profité de vacances somptueuses? Non. Chaque centime a été dépensé pour un toit, de la nourriture et des cahiers pour ses enfants. Si c'est cela que vous appelez profiter, alors je vous demande, qu'aurait-elle dû faire? Mourir en silence plutôt que d'accepter l'aide proposée? Un silence lourd suivit. Le juge observa attentivement, notant chaque mot. Dans le public, certains hochèrent la tête avec conviction. Le procureur, irrité, tenta une autre approche. Mais enfin, elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas conforme. Elle ne pouvait pas ignorer la loi éternellement. La fille de Rosa s'avança, son regard brûlant. Ce qu'elle ignorait, monsieur, c'est que la loi n'était pas faite pour l'écouter. Quand elle a écrit des lettres, personne n'a répondu. Quand elle a demandé un rendez-vous, on l'a laissé attendre des mois. Elle a crié dans le vide. Alors aujourd'hui, je crie pour elle. Ces mots résonnèrent avec une force qui fit frissonner la salle. Même le juge sembla secoué par cette vérité nue. Rosa, bouleversée, serra ses mains l'une contre l'autre. Elle sentait que chaque phrase de sa fille lui rendait un peu de dignité, un peu de souffle, comme si la honte accumulée au fil des années se dissolvait enfin. Le procureur, conscient que le terrain lui échappait, choisit d'appeler un nouveau témoin, un ancien voisin de Rosa, connu pour son hostilité envers les immigrés. L'homme, la cinquantaine, s'avança d'un pas lourd et posa la main sur la Bible pour prêter serment. Son regard dur se posa sur Rosa. « Oui, je la connais. Elle vivait en dessous de chez moi, toujours en train de se plaindre. Elle recevait de l'argent sans rien faire. Tout le monde le savait. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Rosa sentit son cœur s'effondrer.
Mais sa fille resta calme. Elle s'approcha du témoin. « Monsieur, vous dites qu'elle ne faisait rien. Pouvez-vous dire à la cour à quelle heure vous la voyiez quitter l'immeuble » L'homme hésita. « Tôt. Parfois à 6 heures du matin. »« Et quand rentrait-elle » continua la jeune avocate. « Tard, » admit-il mal à l'aise. « Alors, » reprit-elle, « comment pouvez-vous affirmer qu'elle ne faisait rien si vous la voyiez partir à l'aube et revenir tard le soir? N'est-ce pas plutôt la preuve qu'elle travaillait dur ?» La salle éclata en murmures approbateurs. Le témoin, pris au piège, balbutia quelques mots avant de se taire. Le juge le remercia sèchement et l'invita à quitter la barre. Rosa, soulagée, sentit ses larmes couler, mais cette fois, elles étaient mêlées d'un sentiment nouveau. La justice semblait enfin l'effleurer. L'après-midi s'étira ainsi, entre attaques du procureur et ripostes de la défense. Chaque échange devenait plus tendu, plus dramatique. La fille de Rosa tenait bon, soutenue par une conviction qui ne faiblissait jamais. Elle savait que l'issue restait incertaine, mais elle sentait aussi que les murs du tribunal résonnaient désormais d'une vérité impossible à taire. À la fin de la journée, le juge leva son marteau. L'audience reprendra demain pour les plaidoiries finales. Ces mots résonnèrent comme une promesse. Le moment décisif approchait. En sortant de la salle, Rosa et sa fille furent accueillies par une foule qui les acclama. Des mains se tendirent, des mots d'encouragement fusèrent. Rosa, submergée, serra la main de sa fille et murmura « Peu importe ce qu'il arrivera, tu m'as déjà rendu libre. » Le matin du 6e jour, l'air était plus lourd que jamais. Devant le tribunal, la foule s'était encore accrue. Certains brandissaient des pancartes improvisées, d'autres scandaient des slogans de soutien. Les journalistes, eux, parlèrent déjà d'un procès historique, d'une affaire qui marquerait un tournant dans la manière dont la justice considérait les plus vulnérables. Rosa avançait lentement, presque écrasée par l'importance de ce jour, mais la main ferme de sa fille posée sur son bras lui rappelait qu'elle n'était pas seule. À l'intérieur, la salle débordait de monde. On avait dû refuser l'accès à des dizaines de personnes, tant la curiosité était grande. Les bancs étaient pleins, les caméras braquées, et le silence qui précéda l'ouverture de l'audience était presque religieux. Le juge entra, le visage grave, et frappa son marteau. Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries finales. Que chacun mesure le poids de ce moment. Le procureur fut le premier à se lever. Il ajusta sa robe, balaya la salle d'un regard assuré, puis commença d'une voix tranchante « Mesdames et messieurs, ce procès ne doit pas nous égarer. La défense a tenté, avec beaucoup de talent, d'émouvoir vos cœurs. Mais la justice ne se rend pas avec des larmes. Elle se rend avec des faits. Et les faits démontrent, sans ambiguïté, que Madame Rosa a perçu des aides indues pendant 3 longues années. » Il marqua une pause, son regard se posant tour à tour sur le juge et sur le public. « Si nous permettons aujourd'hui que l'émotion l'emporte sur la loi, alors nous ouvrons une brèche dangereuse. Nous envoyons le message que la fraude peut être excusée si elle est assez bien racontée. La justice n'est pas une scène de théâtre. Elle est un rempart contre le chaos. » Ces mots résonnèrent comme des coups de marteau. Certains hochèrent la tête, impressionnés par sa rigueur. Rosa, elle, sentit son cœur se serrer. Chaque phrase semblait l'accuser davantage, la renvoyer à cette image de coupable qu'elle craignait tant. Elle baissa les yeux, les mains moites. Mais sa fille, assise à ses côtés, posa discrètement une main sur la sienne, comme pour lui transmettre sa force. Le procureur continua, implacable. « Ne vous laissez pas attendrir. Derrière chaque fraude se cache une victime véritable. Un citoyen honnête privé de son droit par quelqu'un qui s'en empare indûment. La loi doit rester la loi. Peu importe l'histoire, peu importe les sacrifices, ce qui est illégal reste illégal. » Lorsqu'il regagna sa place, la salle demeura silencieuse. Son discours avait frappé fort, rappelant l'inflexibilité de la loi. Rosa tremblait, mais alors sa fille se leva. Elle avança jusqu'à la barre, posa ses mains sur le bois poli et leva les yeux vers le juge. Sa voix, d'abord douce, monta rapidement en intensité. « Votre honneur, mesdames et messieurs, on nous dit que la justice n'est pas un théâtre. Mais alors, pourquoi ce procès ressemble-t-il à une mise en scène où l'on humilie les plus faibles ?» Un murmure parcourut la salle. Elle continua plus ferme. « Oui, ma mère a reçu des aides. Oui, son compte en porte la trace. Mais ces aides n'étaient pas des cadeaux volés. Elles étaient la bouée de sauvetage d'une femme qui travaillait jour et nuit pour nourrir sa famille. Le procureur parle de fraude. Moi, je parle de survie. » Elle sortit un dossier et le brandit. « Voici les preuves qu'elle a écrites aux administrations, qu'elle a demandé des explications.
qu'elle a cherché à régulariser. On ne lui a jamais répondu. Alors je vous le demande. Est-ce cela une fraude? Ou est-ce le signe d'un système qui ferme les yeux sur ses propres erreurs? Sa voix se brisa un instant, puis elle reprit avec plus de force encore. Ce procès n'est pas seulement celui de ma mère. Il est celui de toutes les femmes invisibles qui nettoient vos bureaux à l'aube, qui gardent vos enfants pendant que vous dormez, qui vivent dans l'ombre pour que vos vies brillent. Ma mère n'est pas une criminelle. Elle est le visage de ces sacrifices silencieux. La salle retint son souffle. Rosa, submergée, sentit ses larmes couler. Mais cette fois, elles n'étaient pas de honte. C'étaient des larmes de reconnaissance, de fierté, de libération. Sa fille n'était plus seulement son enfant. Elle était devenue sa voix, son bouclier, son espoir. La jeune avocate conclut d'une voix vibrante. « Votre honneur, la loi sans humanité, n'est qu'une arme. Mais la justice, la vraie, celle qui honore votre fonction, doit être guidée par la vérité et par l'équité. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire que ma mère n'est pas coupable, mais qu'elle est digne d'avoir été entendue, digne d'être respectée, digne de marcher la tête haute. Rendez-lui cette dignité. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle, malgré les appels au silence du juge. Les visages étaient bouleversés. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient encore. Rosa, elle, leva enfin les yeux, et dans ce regard brûlant d'émotion se lisait une vérité simple. Quoi qu'il arrive, elle n'était déjà plus seule. Le juge frappa de son marteau pour rétablir l'ordre, mais chacun savait que le procès avait atteint son sommet dramatique. Le verdict approchait, et il ne serait plus seulement juridique, il serait moral, historique. Lorsque le juge leva son marteau pour annoncer la fin des plaidoiries, un silence épais envahit la salle. Chacun retenait son souffle, comme si le moindre mouvement pouvait briser la gravité du moment. Rosa, assise au banc des accusés, serrait son foulard contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. Elle n'avait pas compris toutes les subtilités juridiques, mais elle avait senti le poids des mots. Elle savait que la vérité de sa vie avait été exposée devant tous, nue, fragile mais réelle. Sa fille, elle, restait debout, les yeux fixés sur le juge. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait donner. Chaque phrase, chaque preuve, chaque souvenir. Elle les avait offerts comme des pierres pour construire un pont entre la loi et la justice. Mais maintenant, tout lui échappait. La décision appartenait à un homme, à sa conscience, à sa capacité de voir au-delà des chiffres. Le procureur, malgré ses attaques, paraissait moins sûr de lui qu'au début du procès. Ses lèvres pincées, son regard nerveux vers le public, révélaient une inquiétude qu'il n'aurait jamais osé avouer. Il savait que l'opinion avait basculé, que ces mots pourtant rigoureux s'étaient heurtés à une vérité plus grande, plus vibrante, celle de l'amour et du sacrifice. Mais il croyait encore en la rigidité de la loi, en la froideur des textes. Le juge annonça que le verdict serait rendu le lendemain matin. Un murmure parcourut la salle. Certains soupirèrent de frustration. D'autres se réjouirent de cette attente qui prolongerait le suspense. Rosa sentit ses jambes faiblir. Encore une nuit. Encore des heures à attendre, à imaginer le pire. Mais sa fille l'entoura de son bras et lui souffla doucement. « Tiens bon, maman, nous avons déjà gagné. » Elles quittèrent la salle sous les flashs des caméras. Dehors, la foule les acclama. Certains brandissaient des fleurs, d'autres chantaient des chansons d'espoir. Rosa marchait la tête baissée, incapable de comprendre pourquoi des inconnus se battaient pour elle, mais profondément émue. Sa fille, elle, souriait, même épuisée. Elle voyait dans cette foule la preuve que leur combat n'était pas vain. La nuit fut interminable. Dans leur petit appartement, Rosa ne trouva pas le sommeil. Elle s'asseyait près de la fenêtre, observant les lumières de la ville, se demandant si demain on la verrait comme une coupable ou comme une femme digne. Elle priait en silence, ses lèvres murmurant des mots de gratitude et de peur mêlés. Sa fille, elle, s'était allongée sur le canapé, épuisée par les jours de combat. Mais même dans son sommeil agité, ses lèvres semblaient encore répéter des arguments, comme si elle plaidait sans cesse dans ses rêves. Aux premières lueurs du jour, elles se préparèrent en silence. Rosa enfila son foulard comme une armure. Sa fille réunit une dernière fois les dossiers, même si elle savait que tout avait déjà été dit. Elles marchèrent jusqu'au tribunal, entourées d'une foule encore plus dense. Des journalistes étrangers étaient revenus. Des chaînes nationales retransmettaient en direct. Ce n'était plus seulement un procès, c'était devenu un symbole. À l'intérieur, l'ambiance était étouffante. Chacun attendait. Le juge entra enfin,
son visage fermé, son dossier entre les mains. Rosa sentit son souffle se couper. Sa fille posa discrètement sa main sur la sienne. Mais avant que le juge ne parle, il y eut un moment étrange. Un silence absolu, presque sacré. Chacun savait que ce qui allait être dit changerait tout. Pas seulement pour Rosa, mais pour toutes celles et ceux qui voyaient en elle leur propre histoire. Le juge leva les yeux, observa la salle, puis reposa son regard sur Rosa. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et à cet instant, Rosa ferma les yeux. Elle se dit que, quel que soit le verdict, elle n'était plus la même. Elle avait retrouvé sa voix à travers celle de sa fille. Elle avait vu la honte se transformer en fierté, la solitude en solidarité. Elle se dit que même si on la condamnait, elle avait déjà été libérée. Le juge inspira profondément, prêt à prononcer les mots que tout le monde attendait. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre le battement d'une aile. Le juge leva les yeux de son dossier, son visage impassible, et la salle retint son souffle. Rosa, assise sur le banc des accusés, sentit ses mains se glacer. Elle fixait le bois poli devant elle, incapable de soutenir le regard du magistrat. Sa fille, debout à ses côtés, respirait lentement, comme si chaque souffle était une prière. Tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été montré, convergeait vers cet instant. La voix du juge résonna grave, mesurée. Après examen attentif des éléments présentés, après avoir entendu les témoins, les arguments de l'accusation et ceux de la défense, la cour est appelée à rendre son verdict. Ses yeux passèrent un instant sur Rosa, puis sur sa fille, avant de revenir à son texte. Le temps semblait suspendu. Nous reconnaissons que des aides ont été versées à Madame Rosa. Nous reconnaissons également que ces versements, selon la lettre stricte de la loi, n'étaient pas conformes. Un murmure traversa la salle. Rosa sentit son cœur s'effondrer. Était-ce la fin? Allait-elle être condamnée? Ses doigts tremblaient et elle ferma les yeux pour ne pas pleurer. Mais le juge reprit, d'une voix plus ferme. Toutefois, il est également établi que Madame Rosa a cherché à régulariser sa situation, qu'elle a écrit à plusieurs reprises aux administrations compétentes, sans obtenir de réponse. Il est établi que son manque de maîtrise de la langue et l'absence d'accompagnement approprié l'ont placée dans une situation de vulnérabilité. La salle retint son souffle à nouveau. Le juge continua. En conséquence, nous ne pouvons qualifier ces actes de fraude volontaire. La Cour estime qu'il s'agit d'un manquement administratif, dont la responsabilité incombe autant aux institutions qu'à l'intéressé. Un murmure d'étonnement et de soulagement s'éleva. Rosa ouvrit les yeux hésitante. Avait-elle bien compris? Le juge leva son marteau. Madame Rosa est donc déclarée non coupable de fraude. Toutefois, des régularisations administratives devront être entreprises. À cet instant, la salle éclata. Des applaudissements fusèrent. Malgré les rappels à l'ordre du juge, certains se levèrent, d'autres pleuraient. Rosa resta immobile, comme figée, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Ce fut la main de sa fille, posée sur la sienne, qui la ramena à la réalité. « Maman », murmura-t-elle, les larmes aux yeux, « tu es libre. » Rosa sentit une vague immense la traverser. Ses larmes coulèrent en enfin. Mais ce n'étaient plus celles de la honte ni celles de la peur. C'étaient des larmes de délivrance. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes, et leva les yeux vers le juge. « Merci, merci, souffla-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. Le procureur, lui, resta assis, le visage fermé. Il avait perdu non seulement l'affaire, mais aussi la bataille de l'opinion. Il savait que ce verdict marquerait un précédent, que son nom resterait attaché à une défaite éclatante. Mais il n'osa rien dire, conscient que la salle entière lui était hostile. À la sortie du tribunal, la foule explosa en acclamations. Des fleurs furent jetées aux pieds de Rosa. Des mains se tendirent pour la toucher, pour la féliciter. Elle marchait au milieu de ce tumulte, abasourdie, presque incapable de croire que tout cela était pour elle. Sa fille l'entourait de son bras, souriant à travers ses larmes. Les journalistes se pressaient, leurs micros tendus. « Que ressentez-vous, Madame Rosa ?» demanda l'un d'eux. Elle chercha ses mots, maladroite, mais finit par dire « Je suis juste une mère qui a fait de son mieux, et aujourd'hui je me sens enfin entendue. » Sa voix fragile fut relayée par les haut-parleurs, et un tonnerre d'applaudissements répondit. Sa fille prit ensuite la parole. « Ce verdict n'est pas seulement pour ma mère, c'est pour toutes celles et ceux qui vivent dans le silence, dans la peur, dans l'injustice. Aujourd'hui, la justice a montré qu'elle pouvait être humaine. » Le soir venu, de retour dans leur petit appartement, Rosa et sa fille s'assirent à la table usée. Pour la première fois depuis des mois, elles partagèrent un repas sans angoisse.
La soupe chaude semblait différente, presque savoureuse, simplement parce qu'elle n'était plus assaisonnée de peur. Rosa leva les yeux vers sa fille et dit doucement « Tout ce que j'ai souffert valait la peine. Parce que te voir là, forte, courageuse, c'est ma vraie victoire. » La jeune femme lui sourit, les yeux brillants. « Non, maman, la vraie victoire, c'est que tu n'as plus à te cacher. Tu peux marcher la tête haute parce que la vérité a triomphé. » Elles se serrèrent dans les bras longtemps, comme si elles voulaient rattraper toutes les étreintes perdues, toutes les années de silence. Et dans ce geste simple, il n'y avait plus qu'un soulagement. Il y avait la promesse d'un avenir nouveau, libre et digne. Le lendemain du verdict, la ville semblait différente. Les journaux affichaient en une la photo de Rosa, sortant du tribunal la main dans celle de sa fille. Les titres parlaient de « Victoire de la dignité »,« Tarte et justice humaine », ou encore de « La mère immigrée qui a fait trembler le tribunal ». Rosa, qui n'avait jamais cherché la lumière, se retrouvait soudain exposée au regard de tous. Elle sortit acheter du pain au coin de la rue, et les passants la saluèrent, certains lui serrèrent la main. Elle ne comprenait pas toujours les mots, mais elle sentait dans chaque geste une reconnaissance sincère. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce pays, elle ne se sentit pas invisible. Elle ne se sentit pas comme une étrangère, mais comme une femme digne, reconnue. Sa fille, elle, recevait déjà des appels d'associations, d'avocats, de journalistes. Tous voulaient connaître son histoire, entendre son plaidoyer encore et encore. Mais malgré cette effervescence, elle restait concentrée sur l'essentiel, sa mère. Un soir, assises toutes les deux dans leur petit appartement, Rosa dit d'une voix douce « Tu sais, ma fille, je n'ai jamais rêvé de gloire, ni même de victoire. J'ai seulement voulu que tu aies une vie meilleure. Si j'ai supporté toutes ces humiliations, c'était pour toi. » La jeune avocate prit sa main et répondit « Et moi, je n'ai jamais voulu autre chose que de te rendre cette dignité que tu m'as donnée en silence. Ce procès, ce n'était pas seulement pour toi, c'était pour toutes celles qui, comme toi, n'osent pas parler. » Un silence ému s'installa, rempli de complicité et de tendresse. Puis Rosa sourit, un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Alors peut-être que tout ce chemin de douleur avait un sens. Peut-être que je n'ai pas souffert en vain. Dans les semaines qui suivirent, leur histoire continua de circuler. Des associations de défense des droits s'en inspirèrent pour exiger plus de traducteurs dans les services publics, plus de soutien aux personnes vulnérables. Des débats éclatèrent dans les médias. On parlait désormais de Rosa comme d'un symbole. Elle pourtant restait la même, une femme simple, discrète, qui continuait de préparer ses repas modestes et de sourire à ses voisins. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle marchait la tête haute. Le procureur, de son côté, resta silencieux. Sa défaite fut commentée, critiquée, analysée. Certains le défendirent, en disant qu'il avait seulement appliqué la loi. D'autres le blâmèrent pour son manque d'humanité. Mais au fond, il savait que ce procès resterait une tâche dans sa carrière, parce qu'il avait oublié une vérité essentielle. La loi sans compassion n'est qu'une coquille vide. La fille de Rosa, elle, devint une avocate recherchée. Mais chaque fois qu'on lui demandait quelle était sa plus grande victoire, elle répondait sans hésiter « avoir défendu ma mère ». Parce qu'aucun autre combat ne sera jamais aussi pur, aussi juste, aussi vrai. Un dimanche, alors qu'elle partageait un repas simple, Rosa leva son verre d'eau et dit « À nous, à tout ce que nous avons traversé ». Sa fille sourit et elles trinquèrent dans un éclat de rire. Pour la première fois, le poids du passé semblait léger, et la leçon de leur histoire résonnait bien au-delà de leurs murs. La dignité d'un être humain ne se mesure pas à ses papiers, à ses diplômes ou à ses erreurs administratives. Elle se mesure à son courage, à son amour, à sa capacité de se relever malgré tout. Rosa avait été humiliée, moquée, accusée, mais grâce à l'amour et à la détermination de sa fille, elle avait retrouvé ce que personne ne peut acheter ni voler, sa dignité. Dans les rues, certains continuaient de la reconnaître et de l'appeler « Madame Rosa ». Elle baissait la tête, gênée, mais au fond de ses yeux brillait une lumière nouvelle. Elle savait que désormais sa voix comptait et qu'à travers elle, résonnèrent les voix de milliers d'autres femmes silencieuses. Le soir, avant de s'endormir, Rosa murmura une prière simple. « Merci pour cette fille, merci pour cette justice, merci pour cette vie, même difficile mais pleine de sens. » Puis elle ferma les yeux, le cœur enfin apaisé. Car au fond, l'histoire de Rosa n'était pas seulement celle d'un procès, c'était l'histoire universelle d'une mère et de sa fille. Une histoire qui rappelait à chacun que la justice ne trouve sa véritable grandeur
que lorsqu'elle s'allie à l'humanité.